Bonjour. Donc, nous nous acheminons peut-être vers ce concept de relative réalité que j'esquissais précédemment. Différentes sélections, bien évidemment, s'opèrent. D'abord, tous les mondes construits, c'est-à-dire ici tous nos systèmes de pensée, ne se valent évidemment pas. Certains produisent des effets foisonnants, des esthétiques intenses, d'autres au contraire sont stériles ou brutaux, de cette brutalité que Jean Genet opposait à la violence, parce que justement la brutalité est systémique. De plus, au sein de chacun de ces mondes, le réel, bien sûr, s'impose. Il y a une extériorité. Non pas comme un étang, me semble-t-il, mais comme une réponse. C'est à ce niveau qu'il est évidemment possible, voire nécessaire, de parler de vérité. La factualité souvent implacable de ce qui advient ne doit évidemment surtout pas être niée, mais son sens ne peut vraisemblablement qu'être indexé au monde dans lequel elle est interprétée. Je pourrais dire que la vérité est absolue dans chacun des mondes, mais que le choix d'un monde est relatif à une attente, à une culture, à une histoire. Revenons à la physique, puisque c'est ce à quoi nous nous intéressons ici. Je crois qu'au sein même de cette coupe, pour le dire comme Deleuze, de ce plan presque d'immanence très spécifique dans le réel, tout plaide pour une telle vision. D'abord, je vous parlais de la relativité générale, qui est elle-même une proposition de type fondamentalement relationnel. D'autre part, la mécanique quantique, donnant lieu à ce que le physicien Bernard d'Espagna appelait peut-être le réel voilé, avec ses, non pas ambiguïté ou ambivalence, mais je dirais ses différents états d'être interprétatifs, ondes et corpuscules par exemple, ou nuages de densité de probabilité, plaident aussi pour une certaine forme de diversité. Pas pour un relâchement de la rigueur, hein, absolument pas. Mais au-delà de ces exemples qui sont finalement sujets à caution, puisqu'ils dépendent des modes interprétatifs, j'aimerais vous proposer une plaidoirie pour une forme peut-être plus fondamentale de diversité, y compris scientifique, et ce, à toutes les échelles. Alors, commençons par regarder le ciel. Parce que, vous le savez, dans notre vieille histoire, nous sommes obsédés par les mythes de l'un et de l'ordre. J'y reviendrai. Mais l'idée que la physique ne peut se déployer que suivant une marche vers l'unité a été effectivement très opérante. Il est vrai que nous avons unifié des phénomènes qui nous apparaissaient à première vue comme étant disjoints et qui se sont in fine révélés n'être que différents aspects d'un même processus sous-jacent. Est-ce encore le cas? Est-ce nécessairement le cas? Donc, disais-je, regardons le ciel, le plérôme, le firmament. Je crois que pour l'astronome contemporain, il est riche. Des rayons cosmiques, des nuages de gaz chauds ou froids, des planètes, des comètes, des étoiles, des pulsars, des noyaux actifs de galaxies, des ondes de choc magnéto-hydrodynamiques, des phénomènes hors équilibre. Le cosmos est en réalité le lieu d'une incroyable diversité d'objets, de structures, de températures, de processus physiques et parfois même chimiques. Je crois que si le ciel de l'astronome du XIXe siècle était en partie unifié au sens où la simplicité qui semblait le caractériser permettait d'y voir le soubassement d'un ordre fondamental, c'est aujourd'hui tout au contraire une
chaologie plus qu'une cosmologie qui semble s'imposer à notre regard. Manifestement, nous n'unifions pas la voûte céleste. Alors on objectera peut-être que ce n'est pas le macrocosme qui compte, mais que c'est le microcosme, que c'est là effectivement que se trouvent les soubassements, et que c'est donc par ici que doit se tourner notre regard afin de mettre en lumière l'unité du monde microscopique. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Vous vous rappelez que la classification périodique des éléments chimiques de Mendeleïev exhibe un peu plus d'une centaine d'atomes. Et nous avons beau jeu de nous vanter de ce que les particules élémentaires aujourd'hui sont en nombre beaucoup plus restreint et que par conséquent, nous procédons d'une forme d'unification. Et pourtant, si l'on compte tous les degrés de liberté du modèle standard de la physique des particules élémentaires, il y en a plus de 120, c'est-à-dire davantage que des atomes dans la classification de Mendeleïev. Là encore, le cheminement vers l'unité est donc tout sauf évident. Peut-être objectera-t-on que ce n'est pas les particules qui comptent, mais les forces. Ce sont les interactions qu'on unifie, pas les constituants. Soit, j'ai déjà expliqué plusieurs fois les interactions, les unifications entre interaction électricité et magnétisme, et puis interaction électromagnétique et force nucléaire, qui furent effectivement entreprises avec succès. Mais la démarche ne fonctionne plus. Les théories de grande unification, tentant d'inclure la force nucléaire forte, échouent à ce stade. La prise en compte de la gravitation est plus difficile et spéculative encore. Pour expliquer par exemple l'accélération de l'expansion cosmologique, les physiciens parlent de champ de quintessence. Quintessence, cinquième essence, nouvelle force. On ne l'a pas établi de façon tout à fait claire. Mais il me semble que les temps vont plutôt vers la diversité et non pas vers l'unité, même au niveau interactionnel, c'est-à-dire finalement presque légal. À un autre niveau, n'oubliez pas que nous avons, je crois, de plus en plus conscience de la sous-détermination des théories par les faits. Voilà qui est bien connu en philosophie des sciences depuis longtemps, mais il me semble que le foisonnement théorétique de cette époque utilise, peut-être à tort d'ailleurs, et peut-être à mauvais escient, mais le fait est qu'il utilise vraisemblablement plus que jamais cette liberté qui est effectivement conférée aux scientifiques dans sa capacité à inventer des modèles, aujourd'hui toujours plus échevelés, mais en un sens qui n'est pas nécessairement péjoratif, avec les très faibles contraintes qui sont les nôtres, essentiellement l'accord avec les données et la cohérence mathématique. Comme le rappelle par exemple Sabine Ossenfelder, le critère de falsifiabilité de Popper est extraordinairement faible. Si là je vous dis par exemple que cette nuit il va pleuvoir des éléphants roses, c'est scientifique, puisque c'est falsifiable. Nous verrons bien demain matin s'il a plu des éléphants roses. Et pourtant c'est parfaitement inepte. Et donc vous voyez qu'en réalité, beaucoup de propositions, moins bêtes naturellement que celles que je viens de façon caricaturale de suggérer, satisfont à l'apparence d'une construction scientifique, tout en demeurant parfois inepte, parfois simplement spéculative. Là encore, aucune unité en vue. Cinquièmement, comme je l'esquissais dans un cours précédent, je crois que nous n'avons exploré qu'un très petit nombre de chemins. Et ce que je trouve intéressant du point de vue presque socio-scientifique, c'est que dès lors qu'une idée fructueuse, naturellement, agglutine une communauté suffisante, il est
presque toujours possible de la faire fonctionner et de l'adapter aux facéties du réel. Non pas, bien sûr, parce que l'on peut s'affranchir des mesures, mais parce qu'une théorie suffisamment riche peut toujours être amendée pour s'accommoder de la plupart des découvertes qui surviennent. Il y a des contre-exemples, ça ne peut sans doute pas être poussé jusqu'à l'infini, mais je crois qu'en réalité, une grande perte de diversité effective n'est pas une perte de diversité par choix fondamentalement rationnel, mais ce n'est qu'une perte de diversité sociologique. Et donc, ça n'en est pas réellement une au sens fondamental. Mais surtout, le 6e point, je crois, auquel je veux en venir aujourd'hui, est plus fondamental. Je voudrais défendre l'idée, vous soumettre l'idée à votre sagacité et à votre critique, de l'idée d'une diversité absolument fondamentale et indépassable du réel interprété du point de vue scientifique. Alors, je vais essayer d'être clair. La vision usuelle, c'est d'avoir des théories concurrentes et puis une sélection par l'expérience. Donc, je vais être concret. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de recherches autour de ce qu'on nomme la gravitation quantique, c'est-à-dire les tentatives de conciliation de la théorie d'Einstein d'une part, de la physique quantique d'autre part. C'est très important de tenter de subsumer ces deux paradigmes parce qu'il y a des lieux ou des temps qui font appel simultanément à un régime gravitationnel fort et à un régime quantique. Bon. Il y a un certain nombre de théories concurrentes. La théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, la géométrodynamique quantique, les ensembles causaux, la liberté asymptotique, et ainsi de suite. Disons que nous avons peut-être à peu près une dizaine de bonnes théories concurrentes. Bonnes, c'est-à-dire mathématiquement bien définies, en accord avec ce que nous savons du monde, et travaillées, défendues, étudiées par des spécialistes compétents. Donc la vision usuelle, disais-je, consiste à se dire on a 10 concurrents qui sont différents, hein, ils disent des choses différentes, ils prévoient des choses différentes, puis on va faire des expériences, puis on va élaguer celle-ci, 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 puis après celle-ci, celle-ci, et puis à la fin, il restera la bonne. C'est comme les Highlanders, à la fin, il ne doit en rester qu'un. Mais ça, c'est essentiellement faux. Alors, c'est un peu vrai, parce qu'en effet, des expériences peuvent venir contredire certaines théories. Ça, c'est correct. Donc, je dis, dans 20 ans, j'aurai fait des expériences et la théorie 3 et la théorie 7 auront été exclues. Oui, ça, effectivement, ça peut se passer comme ça. C'est compliqué, comme je vous l'ai expliqué, ça ne va pas se faire avec une seule expérience, ça ne va pas le faire sans qu'il y ait une tentative réactionnelle de la communauté d'infléchir la théorie. Bon. Mais parfois, c'est trop dur et on baisse les armes. Donc, en effet, on va élaguer ces théories. Mais ce que la vision naïve oublie, c'est qu'au fur et à mesure que des théories sont effectivement oubliées parce qu'elles sont falsifiées, de nouvelles théories sont inventées. Et donc, le nombre de théories concurrentes pour rendre compte du réel à un instant donné de l'histoire ne diminue pas. Ce n'est pas une structure pyramidale vers la bonne théorie. Ça ne se passe juste pas comme ça. On élague des modèles, on en invente d'autres. Et je dirais même qu'on en invente plus qu'on en élague d'ailleurs. Et donc, en réalité, notre interprétation physique du réel ne fonctionne pas du tout comme une convergence vers le modèle correct. Et donc, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de considérer que l'être scientifique du réel, à un instant donné de l'histoire, est, au sens le plus fort, cette diversité de modèles qui sont mutuellement exclusifs, ils ne disent pas la même chose, qui se contredisent les uns les autres, et qui sont pourtant tous simultanément vrais. Et la vision d'Épinal, ça veut dire, mais non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas cette profusion, c'est la bonne théorie, c'est la vraie théorie. Non mais à ce moment-là, rien ne vous intéresse. Parce que la vraie théorie, elle fait probablement pas partie de nos 10 concurrents. La vraie théorie ultime, si tant est qu'elle existe, j'en doute,
Elle ne fait pas partie de nos concurrents. Elle n'a jamais fait partie de nos concurrents dans l'histoire passée. Donc si seule la vérité avec un grand V devait être douée de légitimité, alors toute la science n'aurait aucune valeur, puisque nous ne l'avons pas, cette vérité. Ça serait grave, triste, presque nihiliste. Si la science n'a donc pas aucune valeur, quelle est sa valeur? Sa valeur, c'est l'ensemble de ces propositions qui ne sont pas les mêmes, qui sont contradictoires les unes avec les autres et qui sont pourtant vraies à un moment donné. Pourquoi elles sont vraies? Parce que justement, elles sont mathématiquement cohérentes, elles sont en accord avec les observations, elles sont développées par des praticiens compétents. Mais on ne peut pas se dire que le but de la science est de trouver la bonne. Non, le but de la science, c'est quelque chose de beaucoup plus malléable que ça. Et donc, si on se demande quel est le réel, au sens scientifique, je crois que c'est quelque chose de fondamentalement diversifié. Je crois que le réel scientifique, c'est cette multiplicité de propositions différentes et pourtant simultanément vraies. Ou alors, si vous préférez, elles sont toutes fausses, au sens métaphysique, d'une vérité absolue. Oui, peut-être, mais ça revient au même à ce moment-là de dire toutes fausses ou toutes vraies. Elles sont correctes à un instant donné. Et c'est ça la vérité scientifique. Et donc, je crois que contrairement à la vision usuelle, la vision usuelle, c'est en philosophie, chacun a son avis, mais en science, il n'y a qu'une vérité. Eh bien, cette vision naïve est fausse. Je crois que la science est précisément plurivoque, est précisément plurielle du point de vue aléthique, c'est-à-dire relatif à la vérité. Et que cette diversité, elle n'a pas à en rougir. Il n'y a rien de choquant dans ce phénomène. Il est usuel et toute l'histoire des sciences s'est développée de cette manière. Ce sur quoi j'insiste une dernière fois, c'est qu'il y aurait, à mon sens, une erreur à considérer que la diversité est transitoire et que l'unité va apparaître. Ce n'est pas le cas. Nous n'allons pas vers l'unité et il n'y a aucune raison que nous allions vers l'unité, puisque précisément notre capacité créative surcompense toujours la capacité expérimentale à élaguer les modèles. Donc ce n'est pas une diversité transitoire, c'est une diversité structurelle. Je vous invite à méditer cette proposition. Puis je crois qu'il faut être un peu modeste aussi. Par exemple, peut-être que certains pans du réel ne sont simplement pas accessibles à travers le prisme physico-mathématique. On a tellement l'habitude que ça marche bien, et ça marche bien, je suis bien placé pour le savoir, qu'on a parfois oublié qu'il n'est pas écrit dans les tables de la loi de la nature, en tous les cas on ne les connaît pas ces tables, que tout devrait pouvoir s'exprimer en termes physico-mathématiques. Peut-être que si la gravitation quantique décrivant le centre des trous noirs est si dure à établir, c'est parce que le centre des trous noirs ne peut pas être décrit en termes physiques. Ce que je dis là apparaîtrait sans doute à mes collègues comme impossible, scandaleux, inenvisageable. Mais oui, bien sûr, si on l'interprète comme une démission de la pensée, cette posture n'aurait aucun intérêt. Elle serait effectivement de type nihiliste et je ne la défendrai pas une seconde. Mais à titre d'éventualité, n'oublions pas qu'il n'est pas du tout évident que la physique accède à la totalité du réel, ou que les mathématiques décrivent, sauf bien sûr à adopter un point de vue platonicien, la totalité du réel. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de mécompréhension quant à la question de la diversité, à la question de la relativité, non pas au sens ici d'une théorie scientifique, mais du relativisme philosophique, quant à la question peut-être d'ailleurs de la phénoménologie en général, ou de la philosophie française en particulier, et celle qui fut injustement nommée postmoderne. À part le joli petit livre de Lyotard, aucun philosophe ne parle réellement de postmodernisme, et ceux qui sont qualifiés par ce terme, donc typiquement Derrida, Foucault, Nancy et quelques autres, Lévinas peut-être aussi, ne se reconnaissent dans ce terme de postmoderne, ou parfois un peu moins dénégativement de post-structuraliste.
Bon, je crois que ce qui a fait beaucoup de mal en réalité à la philosophie des sciences, c'est le travail d'Alan Sokal. Alors, sans le juger, résumons-le de façon très rapide, Alan Sokal est un physicien américain et il était un peu agacé par la philosophie continentale, disons la philosophie essentiellement française d'ailleurs, de son temps qu'il assimilait, pour le dire de façon rapide, à une sorte de verbiage creux. Et pour tenter de combattre cette philosophie qu'il n'aimait pas, il a réalisé un canular, c'est-à-dire qu'il a écrit un article très mauvais, dans un style très pompeux, qui parodiait en quelque sorte la manière d'écrire qu'il avait identifiée comme étant celle des philosophes postmodernes, et, victoire pour lui, il réussit à publier ce mauvais article dans un journal de philosophie, usant pourtant du système de comité de lecture. Bon, jusque-là tout va bien. C'est plutôt intéressant, effectivement, de montrer les limites du système de publication universitaire avec comité de lecture, parce que c'est vrai que ce système est imparfait. Il y a d'ailleurs beaucoup d'articles nuls qui passent à travers les mailles du filet de la publication scientifique, et il y a beaucoup d'articles nuls, voire carrément faux, qui sont publiés en physique théorique. Parce que les rapporteurs, les référis, ceux qui jugent les articles, ce sont des scientifiques qui parfois ont eux-mêmes leur propre travail à refaire, leur cours à faire, leur charge administrative qui augmente démesurément, puisqu'aujourd'hui on confond la recherche du savoir en tant que tel, qui devrait être une belle chose, avec l'efficience de la réponse à des indicateurs artificiels. Donc nous sommes débordés, et pas toujours pour de bonnes raisons. Et il faut en plus juger le travail des autres. Alors parfois on le fait bien, on lit très en détail, on refait les calculs, et puis parfois on le fait un peu vite et on laisse passer d'énormes erreurs. Ça arrive, je pense, à tous les scientifiques. Donc, le canular de Sokal était plutôt pas mal finalement. Montrer que le système universitaire de jugement par les pairs sous forme de comité de lecture est faillible. Il l'avait montré avec un certain humour. Bien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec Jean Bricmont, il a écrit un ouvrage, Impostures intellectuelles, qui va beaucoup plus loin et qui tente de démasquer, en quelque sorte, donc cette folie de philosophie postmoderne. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, parce que, si vous voulez mon avis, qui n'engage que moi, je crois que cet ouvrage montre surtout que Sokal n'a absolument rien compris aux philosophes qu'il dénonce. Voilà. J'avais été invité à l'École normale supérieure il y a quelques années à un colloque sur Sokal, et je crois qu'ils avaient invité un physicien pour le défendre. Bah, c'est raté, parce que moi je m'étais amusé à prendre un de ses articles, très bon, hein, tout à fait bon, ou de Bricmont, je ne sais plus, et à le lire du point de vue de la philosophie heideggerienne. Et j'avais montré que du point de vue de la philosophie heideggerienne, cet article de physique théorique était débile. Mais l'article n'était pas débile. Il était débile quand on tentait de l'interpréter d'un point de vue qui n'était pas le sien. Et je crois que c'est exactement ce qui a été fait ici. C'est-à-dire qu'on a tenté d'appliquer à une philosophie des règles qui ne sont pas les siennes, des méthodes qui ne sont pas les siennes, des visées qui ne sont pas les siennes. Alors bien sûr, on peut dénoncer des erreurs. Je crois que Lacan, par exemple, parlait de la divergence en zéro de la fonction exponentielle. Bon. Il se trouve que la fonction exponentielle ne diverge pas du tout en zéro. Donc ça, c'est très bien. On pointe une erreur dans un article, on la corrige, c'est très bien. Mais enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lacan, son travail ne se résume pas à ça. C'est de le mécomprendre radicalement que de penser dénoncer l'imposture à partir de quelques erreurs de ce type. Ou reprocher, je crois qu'il n'a rien trouvé de mieux contre Derrida qu'une note de bas de page d'un colloque où il aurait peut-être mal compris le théorème de Gödel. Mais c'est une blague. Derrida ne s'est pas intéressé à la science, donc il ne risque pas d'avoir dit de bêtises. Il s'est intéressé sans doute à titre personnel, mais il ne s'y est pas intéressé dans son travail philosophique. Quant à Gilles Deleuze, la partition du réel qu'il propose est parfaitement tenable. Et si le sens des mots qu'il utilise n'est pas exactement celui que les mathématiques lui confèrent, c'est absolument pas un problème. Les mathématiques ne sont pas propriétaires de la définition des mots, y compris des mots utilisés en mathématiques. La singularité pour Deleuze n'est pas du tout la singularité au sens de la divergence d'une fonction en un point. Bon. Donc, cette affaire a ouvert ce qu'on a appelé les Science Wars, qui ont été un triste épisode, vraisemblablement pas encore achevé d'ailleurs, de l'histoire de la pensée.
Et je pense qu'il est assez nuisible parce que il empêche aujourd'hui, me semble-t-il, un certain nombre de philosophes de s'emparer du matériau scientifique parce qu'ils ont peur finalement de se faire épingler pour une petite incompréhension, alors que, soyons honnêtes, les scientifiques eux-mêmes ne comprennent pas toujours les travaux de leurs collègues, y compris dans le même champ disciplinaire. Et donc, ayant peur d'être mis en défaut par ce type de gardien du temple, mais qui est en réalité un temple vide en l'occurrence, ils préfèrent ne pas s'intéresser, les philosophes des sciences, souvent, pas tous, à la science de leur temps. Ils se concentrent sur Newton, et là, on les laissera tranquilles. Bon. C'est un peu dommage, je crois qu'on a raté un débat qui aurait pu être sérieux s'il y avait eu une véritable connaissance et compréhension de ce qui était critiqué, à mon sens. En l'occurrence, pour des raisons qui sont totalement injustifiées. Mais bien sûr, ce qui anime ce calme, et peu importe la personne de ce calme, mais je veux dire ce mouvement-là, c'est la lutte à mort intellectuelle, contre le relativisme. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est très compliqué ça, parce que tout le monde est contre le relativisme. Les scientifiques sont très majoritairement, fondamentalement anti-relativistes, et les religieux aussi. Le pape, par exemple, a fait un discours, pas le pape actuel, le précédent, contre le relativisme. Tout le monde est contre le relativisme, mais personne, bien sûr, n'est d'accord sur la sortie du relativisme. Vous imaginez bien qu'un fondamentaliste religieux et qu'un physicien, un théoricien, veulent évidemment un réel unique, non équivoque et non relativiste, mais pas le même. Pas le même. Et c'est là, bien sûr, où on se rend compte un peu de la naïveté, entre guillemets, de ces propos. Mais le problème que je voudrais vraiment rappeler, c'est que le relativisme qui est combattu ici est une posture qui n'existe pas dans la communauté philosophique, ou si marginalement que je ne l'ai jamais rencontré. En fait, le relativisme cohérent, c'est-à-dire celui qu'il est utile de discuter, n'a rien d'un laxisme. À l'inverse, il est une exigence supplémentaire, parce qu'il ne nie pas l'importance de la vérité au sein d'un système, mais il interroge au-delà la légitimité du système lui-même. Autrement dit, il fait porter l'inquiétude jusqu'au cadre. Et ça, vous voyez à quel point, face aux crises que nous traversons aujourd'hui, qui sont absolument gigantesques, celles que nous allons traverser seront pires encore, c'est exactement ce qui est indispensable, d'oser interroger le système et pas seulement de s'enfermer dans la vision naïve et étriquée qui voudrait que le cadre soit lui-même un donné non déconstructible. Donc ne faisons pas preuve de ce nihilisme axiologique. Il ne s'agit finalement que d'interroger les hypothèses et les éventuels présupposés qui, jusqu'alors, sont identifiables, pourrait-on dire, à des non-dits de la tradition. Et il serait erroné, me semble-t-il, de penser que le relativisme est une invite à l'inaction. Ce n'est pas le cas. Laissez-moi prendre un exemple tout à fait trivial. Se bat-on davantage pour défendre un château de sable que l'on a construit soi-même sur la plage ou une dune qui est déjà présente? Je crois que la réponse est évidente. Et donc le fait que nos valeurs, nos constructions intellectuelles, quelles qu'elles soient, toute notre axiologie, soient construites, ce que diraient les bons relativistes, ne signifie absolument pas qu'il ne faut pas se battre pour ces valeurs. Au contraire, c'est précisément parce qu'on sait qu'elles sont construites et donc qu'elles pourraient ne pas être adoptées par d'autres qu'il faut se battre pour les défendre. Vous voyez qu'on peut être un relativiste engagé. Je crois que je suis moi-même assez engagé et assez relativiste. Ce ne sont pas des postures qui sont incompatibles. Tout au contraire. Je crois qu'il est temps, pour parodier Fernando Pessoa, de penser l'intranquillité. Notre temps est phobique de toute forme d'inconfort. Je crois pourtant qu'une pensée subtile et précise ne peut être qu'inconfortable. Il est certainement légitime de rechercher une certaine clarté. Il est même certainement souhaitable de ne jamais obscurcir à dessein, par jeu, par coquetterie, par pédantisme. Mais le monde est complexe. Il est multiple. Et donc le discours sur le monde, par rigueur,
et non pas par obscurantisme, je crois, ne peut pas lui-même ne pas hériter de cette multiplicité. On ne peut pas exiger aujourd'hui une transparence de la pensée intellectuelle face à un réel qui est peut-être plus opaque et rauque que jamais. Voilà. Bon, là, la pensée occidentale, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est déployée, s'est nervurée dans ces fantasmes de l'un et de l'ordre. C'est très intéressant de l'étudier du point de vue philosophique, du point de vue religieux, du point de vue mythique. Et on peut montrer, ce que j'ai tenté de faire, je crois, dans un travail qui s'appelle Chaos multiple, que finalement, dès lors que l'un des pilastres s'effondrait, toute l'architecture était récupérée par l'autre, dans une sorte comme ça de dialectique historique. Alors, soyons honnêtes, la science est vraisemblablement l'une des constructions les plus fiables dont nous disposons, mais je ne crois pas qu'elle s'oppose d'une quelconque manière à une vision relativiste au sens le plus exigeant qui soit du réel que nous traversons.